Est-ce qu'on peut finalement tirer de ces DRG des informations utiles pour enclencher des démarches qualité? Est-ce qu'on peut, à partir des informations que nous donnent les DRG, une fois qu'on se met de l'autre côté, déclencher des démarches qualité? Et c'est ces thématiques qui vont être abordées. Alors j'appelle les personnes qui vont participer à la première session thématique. Donc il y a Stéphane Yonner et Catherine Vadret qui vont nous faire un duo, puisque et les HUG et le CHUV ont mis en place des suivis avec les médecins chefs de service de leur top DRG. On va voir comment ces données peuvent être utilisées. Et puis nous accueillons Catherine Fillet et Patrice Forget, qui nous viennent de Belgique, des cliniques universitaires Saint-Luc, et qui vont nous parler également de démarches qui sont entreprises de ce côté-là. Alors Catherine et Monsieur Yonner, ne vous asseyez pas, venez tout de suite, parce que c'est vous qui allez commencer. Je rappelle aussi à la salle le numéro d'SMS que vous pouvez utiliser pour envoyer vos questions pendant les présentations, ce qui va nous faciliter la tâche pour la partie questions-réponses à la fin des sessions. Donc c'est le 076 333 25 41. N'hésitez pas à pianoter sur vos téléphones pour envoyer des questions, pas pour faire vos mails évidemment, ni pour en envoyer, c'est uniquement pour envoyer des questions à nos orateurs. Voilà. Alors, je vous laisse, the floor is yours. Vous avez un petit timer là. Nous avons eu, j'aurais dû le préciser, excusez-moi, malheureusement un orateur qui ne peut pas être avec nous ce matin, qui est Aurélien Boucher, qui travaille à la DGOS, qui est la Direction Générale de l'Offre de Soins en France, en fait c'est le ministère de la Santé. Il est coincé à Paris à cause de la grève des soins. Des soins. Excusez-moi, oh quel lapsus! À cause de la grève des trains. Parce que les soins ne font jamais grève, c'est connu. Bravo les soins. Du coup, ça vous laisse un petit peu plus de temps, ça vous détend un peu. Ça vous va? On y va, c'est parti. Parfait. Magnifique. Bonjour. Alors, on va commencer avec la première partie qui concerne plutôt le CHUV, et puis après, ma collègue reprendra derrière. Elles arrivent, ça peut être pas mal. Donc, au niveau du CHUV, on a mis en place une démarche qu'on a appelée Top 20 DRG. On a déjà commencé avant l'arrivée des Suisses DRG, parce qu'on avait la chance de pouvoir appliquer les AP-DRG. Et on a, dans ce cadre-là, voulu intégrer avec comme objectif que les chefs de service s'approprient l'entier des DRG concernant leurs services. Donc on a fait tout un travail de mise à disposition du top 20 DRG qui, pour la plupart des services, correspondent entre 80 et 90% de leur activité, et sur 5 à 6 DRG, 70 à 60% de l'activité. L'objectif étant que ces chefs de service comprennent quelle est la durée moyenne de séjour de ces DRG-là, comment la distribution se réalise dans la terminologie des low outliers, inliers, high outliers, de manière à ce qu'ils aient une vision concrète de leur activité dans ce domaine-là. En plus, on leur a demandé de regarder et de se pencher assez fortement sur la comparaison de la durée moyenne de séjour de ces DRG avec leur durée moyenne de séjour et d'avoir une évaluation des DRG qui sont supérieurs à 3 en termes de cost weight. Et ça, on a réalisé en 2011. En 2012 à 2015, on a continué dans ce cadre-là. On a appelé ça des campagnes. On a fait des campagnes marketing pour que les chefs de service soient un peu dans le loop. Et puis, on va continuer à partir de 2016 avec la question des coûts. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs de service se sont bien appropriés. Alors, certains sont allés à reculons, d'autres sont allés droit en prenant en considération ces éléments-là. Et ils ont fait des analyses, ils ont posé un certain nombre de questions sur les prises en charge cliniques, sur les durées moyennes de séjour. Ils ont également collaboré et ils se sont posé des questions avec d'autres collègues, d'autres hôpitaux universitaires pour bien comprendre la question. Il y a plein d'éléments qui sont ressortis, mais il y en a un qui est ressorti de manière assez récurrente, c'est les problématiques de sous-codage. Et ces sous-codages-là, on les a vus, c'est un des impacts financiers, on est tous bien conscients de ça, mais il y a également, comme on parle de qualité, des impacts de la manière dont la donnée est saisie sur d'autres indicateurs. Et ces autres indicateurs, on a fait une analyse en 2014 sur les taux de réadmission potentiellement évitables. On a pris un service du CHUV, dont le taux de réadmission potentiellement évitable a augmenté de manière significative entre 2012 et 2014. Donc c'est la courbe rouge.
Ce qu'on a également constaté, c'est que le taux attendu, ou le delta entre le taux attendu et le taux de réadmission, avait également tendance à progresser fortement. Et puis ça, depuis 2010 à 2014, le taux attendu, lui, était resté furieusement stable. Et la question, c'était de savoir pourquoi, et effectivement, s'il y avait une problématique de prise en charge clinique à ce niveau-là. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a, avec la direction médicale, mais c'est surtout la direction médicale du CHUV qui a réalisé cette évaluation-là avec le chef de service concerné, en enlevant les opérations qui étaient planifiées en 2 temps dans le cadre des pratiques cliniques, on a vu que le taux observé se réduisait de 9,2 à 7,5%. Maintenant, on n'était toujours pas au niveau du taux attendu. Et à ce niveau-là, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'il y a des comorbidités qui potentiellement n'ont pas été saisies, ne figurent pas dans la lettre de sortie, ou sont, je dirais, pratiques courantes, mais pour lesquelles il n'y a aucune retranscription possible. On a vu, en identifiant ces codes, qu'on pouvait améliorer le taux attendu qui passait à 6,45. Alors il reste bien entendu un delta qui sont liés aux pratiques. Mais on voit à ce niveau-là, en termes de conclusion, on voit qu'il est important d'avoir un travail entre le CAM et les cliniciens de manière à bien identifier la manière dont les données doivent être mises à disposition, la manière dont la pratique doit être transcrite en termes de codage. Et puis, comment est-ce qu'on le fait? Il faut avoir une lettre de sortie qui retranscrit le plus fidèlement possible ce qui a été fait sur le patient, de manière à avoir une bonne séparation entre les comorbidités actives et passives. Et puis, de cette manière-là, on voit qu'il n'y a pas qu'un impact financier, mais il y a également un impact au niveau de la qualité ou de la perception qu'on peut avoir de la non-qualité dans le cadre de cet exemple-là au niveau des réadmissions potentiellement évitables.